dans Mosaïque Salsa, le podcast qui t'emmène au cœur de la salsa portoricaine en explorant sa danse, sa musique, son histoire et sa culture. Moi c'est Manon et sur cet épisode, je t'invite à découvrir ce qu'il se passe derrière la cabine d'un DJ et surtout comment il fait pour faire décoller l'ambiance de nos soirées. Pour ça, je t'amène à la rencontre de Julien, alias DJ69, apprécié pour ses sets qui enflamment la piste et avec qui j'étais ravie de partager cette discussion. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que je peux te laisser te présenter avant qu'on se lance dans le vif du sujet ? Me présenter, donc moi c'est Julien, je suis dans le milieu de la danse depuis pas loin de 20 ans. J'ai commencé à être DJ il y a une quinzaine d'années à peu près, complètement par hasard. Mais dès la première, j'ai pris un pied terrible et j'ai eu des bons retours tout de suite. Et du coup, je l'ai envisagé. Et puis ça s'est fait petit à petit, ça s'est construit doucement. Et puis voilà, et puis maintenant, du coup, je suis connu sous le nom DJ69. Je suis depuis 2014 à Goa, à Paris. Je suis résident là-bas. Puis voilà. On va discuter ensemble de l'art du DJing. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Vaste domaine. Vaste domaine. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être un DJ ? Déjà, être un DJ, il faut qu'on soit clair sur le but de nos interventions. C'est-à-dire que nous, on est là pour enjailler les gens. C'est le seul truc pour lequel on est là, en fait. C'est le moteur absolu. En fait, c'est le but, c'est-à-dire que quand quelqu'un dépense de l'argent pour te faire venir, et puis des fois, c'est dépenser beaucoup d'argent, parce qu'il dépense le trajet, il te loge, il te file un cachet, donc ça fait pas mal d'oseille. Le but, quand même, c'est d'être efficace, et que pendant la soirée, les gens en aient pour leur oseille, en fait. Donc, c'est nous, notre but premier et principal, c'est ça. Et après, on a tout un travail de transmission, d'éducation, de partage de ce qui a été fait et de découverte de ce qui se fait. En termes de musique, En termes de musique, bien sûr, en termes de musique. On a tout un rôle éducatif. On peut se retrouver, par exemple, à faire des petites soirées dans des endroits où la salsa est pas très implantée, où c'est un peu fragile. Et là, c'est à la limite de l'évangélisation. Enfin, c'est-à-dire qu'on vient et on apporte de la musique que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Et puis, à côté de ça, quand on fait des événements plus gros, là, c'est juste les gens kiffent, quoi. C'est tout. Hein. Pas à réfléchir beaucoup plus que ça, en fait. Et comment tu le mesures, ça ? Le niveau d'enjaillement des gens ? C'est compliqué, mais quand on est DJ, on est souvent un peu à l'écart, généralement un petit peu en hauteur, ou même pas forcément, mais un peu à l'écart. Et en fait, on a une vision assez globale de la salle et des gens. On regarde beaucoup les gens danser, et en fait, on voit je sais pas comment dire, à l'intensité des mouvements, au bruit que ça fait. En fait, tout ça dégage une espèce d'énergie, et en fait, on voit si on est plutôt sur la bonne voie ou si ça prend pas. C'est assez difficile à dire, mais en fait, en gros, c'est un truc qu'on ressent. On le capte visuellement, on capte en vrai de l'énergie aussi, parce que tu sens que ça vibre, tu sens qu'il se passe un truc. Enfin, quand ça marche, tu sens qu'il se passe un truc. Et puis évidemment, quand ça marche vraiment bien, tu l'entends. C'est-à-dire que ça crie, là, tu sais que c'est bien. Mais même sans aller jusque-là, déjà rien que le fait de voir l'implication que les gens mettent là-dedans, de voir si ils sont plus intenses dans leurs mouvements, ou même si on est sur un son tranquille, mais par exemple si on c'est de la romantica, mais que les gens sont dans le truc. Parce qu'on peut danser de la romantica à 2 à l'heure en faisant rien du tout, et puis on peut la danser en mettant de l'intensité, ça tu le vois et tu le ressens, ce truc-là. C'est difficile, on peut pas dire un tel, mais c'est un phénomène de foule global que tu sens. Et c'est ça qui te dit si t'es sur le bon chemin ou pas, quoi. Donc en fait, quand tu mixes, le plus gros de ton travail, c'est l'observation. C'est exactement. En fait, moi, l'idée, c'est quand j'arrive en soirée, en fait, je récupère des gens qui viennent d'un peu partout, qui n'ont pas passé la même journée, qui arrivent avec un niveau d'énergie complètement différent. Il y en a qui arrivent chaud bouillant parce que ça fait une semaine qu'ils ont envie, ils en peuvent plus, ils ont qu'une envie, c'est de danser. Il y en a qui arrivent éclatés, ils ont fait l'effort de venir, mais ils sont au bout de leur vie en arrivant. Il y en a qui savent pas ce qu'ils foutent là. Enfin, il y a tout. Et toi, ton truc, c'est d'arriver à faire en sorte que tous ces gens-là arrivent à partager un certain niveau d'énergie, en fait. Se retrouvent, en fait. Ouais, se retrouvent et arrivent à rentrer dans un même mood collectif. C'est ça qui fait qu'à la fin, tu vas te dire, putain, c'était bien, on a passé une bonne soirée, il y avait un truc sympa. On s'est rencontrés. Ouais, en fait, les gens qui étaient fatigués, t'as réussi à leur redonner un petit boost. Les gens qui étaient un peu excités, tranquille, on a pris le temps et ils se sont mis dans le truc et après les gens ont rejoint un peu leur énergie, c'était cool. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est d'arriver à harmoniser un peu le truc. Et une fois que t'as harmonisé le truc, en vrai, la salle, à ce moment-là, tu la tiens un peu, en fait. Et quand tu la tiens, après, tu peux partir un peu dans toutes les directions, en fait. Si t'as envie d'aller sur un truc plus tranquille, si tu veux t'énerver, ça s'énerve. Et en général, les gens vont suivre. À partir du moment où ils sont à peu près sur une espèce de niveau commun, là t'es pas mal. Mais le début, c'est ça, en fait. Le plus dur, c'est ça. C'est pour ça que les débuts de soirée sont difficiles. Parce que, forcément, t'arrives tous puis même toi, au début, t'es pas tous les jours dans une forme de dingo. Toi aussi, tu dois te mettre, en fait, au même niveau d'énergie.
Ça, c'est particulier, parce que le DJ lui-même, il y a deux choses. Déjà, d'une, toi, t'as un job à délivrer, quoi. T'as un truc à faire. Donc en fait, peu importe ton état mental perso, c'est pas le problème des gens. Les gens qui sont venus, ils ont tous payé. Que tu sois content ou pas, c'est pas leur problème. Donc ça a pas à se ressentir dans le truc. Maintenant, humainement, quand t'arrives en début de soirée, t'es pas à pleine balle, t'es pas chaud comme la braise, t'es pas à danser tout de suite sur les premiers morceaux. Évidemment, il faut que tu te mettes un peu dedans. Mais ça doit pas impacter sur les choix que tu ferais. En fait, tu dois choisir comme si t'étais en forme tout le temps, même si tu ne l'es pas ce jour-là. C'est pas grave. Tu dois choisir. C'est comme tous les métiers publics. À partir du moment où tu as un métier en relation avec le public est pas censé connaître tes états d'âme, en fait. C'est parce que ça, c'est un truc aussi qu'on a tendance à oublier. C'est qu'en fait, en tant que DJ, on nous qualifie souvent d'artistes, mais en vrai, on n'est pas des artistes. On n'a pas à passer notre émotion dans le truc. On a à passer de l'émotion, mais pas notre émotion. Notre émotion à nous, on s'en tape. Ouais, c'est pas le sujet. Par contre, faire passer un truc, une énergie, une émotion dans la salle, c'est cool, c'est le but du truc. Mais pas la nôtre. Moi, les gens ont pas à savoir si je suis bien ou pas. C'est pas le problème. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu prépares ton set. Est-ce que tu prépares des choses? Si on part sur une soirée, par exemple ta soirée hebdomadaire, qu'est-ce que tu prépares? Moi, je suis pas adepte des playlists et des machins. Genre, j'ai jamais mes playlists, par exemple. Je sais qu'il y a des collègues qui le font, c'est-à-dire que quand ils jouent, ils enregistrent à chaque fois la playlist qu'ils ont fait, ils la mettent dans un coin, ils l'archivent, et puis de temps en temps, ils retombent dedans. J'ai aucune playlist archivée. J'aime pas ça, parce qu'en fait, j'ai peur que ça me conduise à refaire la même chose, tu vois, toujours et toujours. Du coup, quand j'arrive en soirée, j'ai des morceaux que j'ai envie de passer. Je sais pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit, je sais pas, j'ai envie de les jouer. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai, je sais pas, 4, 5, 6... Ouais, max. Qui sont un peu dans ta tête, en fait. Ouais, des morceaux que j'ai dans la tête à ce moment-là. Ouais, je sais pas pourquoi j'y ai pensé le jour même ou la veille ou machin. Je sais pas, c'est des trucs. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé. Ou alors, tout simplement parce que c'est des trucs que je viens de faire rentrer dans ma rotation et que t'as envie de partager. Et du coup, j'ai envie de les jouer parce que forcément, je viens de les avoir, donc j'ai envie de les jouer. Soit parce que c'est des trucs nouveaux, soit parce que c'est des trucs que j'ai trouvés, soit parce que c'est des trucs que j'ai piqué à droite à gauche parce que j'ai entendu quelque part, je trouvais ça trop cool, donc du coup, je me suis dit, là, faut que je le joue. Parce que l'idée, c'est ça, c'est notamment quand je suis à la Agua, moi, je suis là toutes les semaines, jouer toutes les semaines, 4 heures tout seul, puis ça fait 10 ans, ça fait pas 3 semaines, hein. Donc ça fait un moment. Et en fait, je suis obligé d'amener de la nouveauté tout le temps. Donc t'as plus ou moins une espèce de système de rotation, c'est-à-dire que t'as les sons que t'as envie de jouer parce que tu viens de les faire rentrer et machin, et ceux-là ils vont durer, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Tu vas les jouer régulièrement pendant ce temps-là, régulièrement. Peut-être pas à chaque fois, mais quasiment. Puis les sons ils sortent de la rotation à un moment. Parce que sinon, je peux pas jouer la même chose que je jouais il y a 10 ans. Parce que le public a changé, les sons ont changé, c'est pas les mêmes attentes, donc je suis obligé de m'adapter en fait. Et puis si je fais pas ça, je serais bloqué nulle part. Puis encore une fois, le taf d'éducation, faire découvrir des trucs. C'est tout con, mais là, mardi, j'ai joué des sons du dernier album de Marc Anthony qui s'était 3 jours avant. C'est tout con, hein, mais c'est Marc Anthony, mais voilà. N'empêche que pour une fois, on avait du Marc Anthony différent, parce qu'on entend la même chose depuis des années de Marc Anthony, ce qui est génial, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est les mêmes sons. Là, c'est tout bête. J'ai juste, je sais que je suis arrivé en me disant, j'avais repéré 3 sons dans l'album que je voulais jouer. Je me suis dit, je vais les placer, les 3. Tant pis, je vais mettre 3 Marc Anthony ce soir, mais c'est pas grave, je vais placer les 3. Donc c'est ça, en fait. J'arrive avec des sons que j'ai envie de jouer, et puis après, le reste, je me démerde pour les amener, et pour les placer à peu près correctement. Parce que ça, c'est un risque, c'est que tu peux avoir un son exceptionnel en tête ou avoir trouvé un truc, la perle rare, le truc incroyable. Si tu l'amènes mal. Si tu le mets pas au bon moment. Ouais. Si tu le prépares pas, il y a une chance sur 2 qu'il fasse un gros plat et que tu sois dégoûté parce que tu te dis putain, j'ai un truc énorme et ils ont pas compris, quel public de merde, machin. Non, mais en fait, c'est à toi de l'amener correctement, quoi. Moi, je suis un peu fan de l'organisation. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que dans ton ordi, tu ranges les morceaux par genre ça, c'est un bon morceau de début de soirée, ça c'est bien pour la fin, ça c'est bien quand c'est le feu sur la... Est-ce que c'est dans ta tête? On vous voit souvent écouter aussi la musique pendant que vous mixez. Est-ce que c'est au fur et à mesure que tu dis ah oui, ça, ce morceau, c'est le moment? Comment ça s'organise tout ça? Alors déjà, pour toi en tout cas. En fait, le classement d'un ordinateur, en fait, c'est exactement comme le rangement de tes slips chez toi, c'est-à-dire que tout le monde a un rangement différent. Vraiment, c'est-à-dire qu'on a tous un ordre différent. Des fois, je discute avec des collègues, ou même je vois en ordi pendant qu'on discute, machin, je ne serais pas capable de m'y retrouver. Moi, perso, j'ai un classement qui est plutôt par vitesse de son. Okay. Donc j'ai des dossiers avec tout ce qui est en dessous de 90 BPM, tout ce qui est entre 95, 100 et au-delà de 100. Moi, j'ai ça qui est en base, et après j'ai des playlists à l'intérieur. Alors c'est pas des playlists au sens où je vais appuyer dessus, mais en gros c'est des sons qui sont classés. Par exemple, j'ai un truc de son, j'ai un truc de... Donc j'ai des sons qui sont dans 2 trucs différents. D'accord. Mais moi, ça me permet de les retrouver. C'est quand je cherche un truc, pas forcément toujours exactement oui. Donc j'ai ça. J'ai toute une série aussi d'albums qui sont en entier, où j'ai pas sélectionné. Parce qu'en général, normalement, dans mon ordi, j'ai quand même
que des sons qui sont jouables en soirée. C'est-à-dire que je prends rarement des albums entiers. Quand je les prends, c'est que vraiment il y en a plusieurs dessus qui sont bons. Et du coup, là, je me permets de prendre l'album entier. Sinon, je sors ce qu'il y a à sortir et voilà. Tu veux dire que tu distingues vraiment toi par rapport à ton activité de DJ, ah ouais, complètement. Les sons qui s'écoutent et les sons qui se dansent. Complètement. Puis le rapport est énorme, c'est-à-dire que c'est du simple au décuple, voire centuple, la masse de sons que je peux avoir à la maison et que j'ai sur mon ordi. Sur l'ordi, j'ai que des trucs qui sont jouables en soirée, que ça. J'ai rien d'ésotérique, de machin, rien. Tout est jouable, Mais ça veut dire qu'en tant que DJ, t'es obligé d'être vraiment très connecté avec le danseur, avec ce que c'est la danse. Alors toi, tu danses. Ça, c'est un truc que moi, je comprends pas trop. Et d'ailleurs, heureusement, c'est très rare. Mais j'arriverais pas à comprendre que tu puisses être DJ sans être danseur. Pour moi, c'est un lien direct, en fait. C'est-à-dire que je vois pas comment tu peux comprendre ce qu'enjaillent les gens si tu te mets pas à leur place. En fait, moi, à chaque fois que je joue, je me dis, franchement, est-ce que le son d'après, je kifferais ça, là? Est-ce que ça me ferait plaisir? Et en fait, il y a un petit côté un peu égoïste. En vrai, moi, je me fais plaisir. C'est-à-dire, je me dis, voilà, moi, à leur place, ça, je kifferais de ouf juste après. Et je me dis que si moi, j'aime ça, il y a des chances pour que d'autres personnes aiment bien, tu vois. Après, peut-être pas tout le monde, parce que de toute façon, on peut pas faire unanimité, c'est impossible. Mais il y a forcément des gens dans le lot qui vont aimer ça. Et puis, de toute façon, j'ai pas d'autres repères, en fait. Le repère que j'ai, c'est moi, donc je peux pas lire dans la tête des gens, hein, donc puis après je vois bien l'effet que ça, je vois si j'ai mis ça et que ça a un peu merdé, je me dis bon, j'ai peut-être tapé à côté sur ce coup-là, tu vois, peut-être être trop ambitieux ou j'ai pas assez envoyé, enfin je m'adapte, mais forcément je réfléchis d'abord comme un danseur, je suis obligé de réfléchir comme un danseur, je suis obligé de réfléchir comme un danseur. On peut pas réfléchir autrement que comme un danseur dans notre milieu à nous, on peut pas le faire. Et ça me fait penser à ce que tu disais au tout début quand tu t'es présenté. Mm-hmm. Tu as dit je suis tombée dedans un peu par hasard. Mais t'es d'abord passé par la case danseur? Complètement. J'étais danseur. T'étais danseur? J'étais danseur et j'avais tendance à... Alors j'avais déjà un tropisme assez fort vers le son, je partageais des trucs avec mes amis et tout. Et en fait, il y a une fois où on m'a proposé de jouer parce que je connaissais quelqu'un, enfin bref, pour X raisons. C'était au Moving de Thiers, à l'époque où il y avait tout dans la même salle, il y avait la Porto, la cubaine, il y avait la bachata, il y avait du kuduro à l'époque, il y a longtemps. Et du coup, on m'a proposé d'y aller. J'y suis allé vraiment à l'arrache, c'est-à-dire que j'avais un logiciel de démonstration de 15 jours, j'avais mon ordi perso, j'avais pas de logiciel de préécoute, j'avais même pas de casque. J'y suis vraiment allé, mais à l'arrache totale. Et puis, en fait, je m'attendais pas à ça, je me dis ça va être une tannée et tout. Bon, j'ai accepté, maintenant j'y vais. Et en vrai, j'ai pris un kiff terrible dès le début. Dès le 2 ou 3e son, mais en fait, mettre les musiques que t'aimes bien en fort comme ça dans une salle, c'est ouf en fait, tu vois. Et donc déjà, j'ai aimé, puis j'ai senti cette énergie chez les gens, une espèce de vibe vraiment sympa. J'ai bien aimé, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Ah, c'est super bien » et tout, parce que ils ont dû voir que j'étais un peu nerveux, forcément. Comme toute première... Ben oui, c'est ça, forcément. Et en vrai, beaucoup de bienveillance, Et en vrai, je suis parti de là, j'étais trop bien. J'ai été trop bien, j'ai kiffé, vraiment. J'ai vraiment kiffé. Visiblement, les patrons ont kiffé aussi, parce que j'ai été réinvité après. Et en fait, je me suis dit, finalement, ça s'envisage, en fait. Hein. Ça s'envisage vraiment. Et puis, du coup, j'ai fait une saison avec eux comme ça, ponctuellement. Ça m'a permis de commencer à pouvoir investir aussi de mon côté, parce que du coup j'ai investi de mon argent perso plus un peu l'argent que j'avais gagné sur les premières fois, parce que je me suis vite rendu compte quand même que c'était pas possible de travailler de façon aussi amateur, donc j'ai quand même investi. C'est quoi le kit du DJ? De base il te faut déjà un ordinateur qui tienne la route, si possible un ordinateur qui ne serve qu'à ça, parce qu'à partir du moment où tu commences à faire autre chose dessus, t'augmentes les risques, t'arrives à un problème dessus. T'investis dans un ordi, un truc stable, t'investis dans un logiciel de mix version professionnelle, donc payant, un truc de qualité. T'investis dans un contrôleur externe, donc avec une carte son à l'intérieur qui soit meilleure que la carte son de ton ordi de base et qui te permette d'avoir une double carte son, donc de faire de la préécoute en même temps que tu joues et de contrôler tout un tas de paramètres sur le son. Ça pareil, il faut un truc, alors c'est pas non plus, c'est pas des milliers des cents, hein, mais faut investir, un bon ordi, t'en as pour 1500 balles. Faut le logiciel, ça te coûte 200 balles. La carte, le contrôleur, ça peut te coûter entre 150 et 300 balles. Il te faut un casque pour faire de la préécoute. Après, moi j'ai une particularité, c'est que j'ai quand même une très grosse tête, donc mes casques, je les ai tous pétés assez rapidement. Donc je suis revenu au casque intra-auriculaire classique, parce que finalement ça isole tout à fait correctement du son, et en prenant des performants, franchement ça passe très bien, et ça m'évite de les péter, et en plus c'est tout petit, donc c'est beaucoup plus facile à transporter. Donc voilà, il te faut ça de base, et puis surtout, il faut investir dans le son, quoi. Il faut investir dans le son, parce que au début, tu vas avec des sons que t'as trouvé à droite et à gauche, mais
mais c'est pas comme ça que ça marche parce qu'on est censé rendre des comptes. C'est-à-dire que si il y a un contrôle un jour et qu'on n'est pas capable de justifier d'où viennent nos sons, on peut se retrouver à avoir des amendes en fait. Donc soit on a acheté un support physique du son, un CD, un vinyle, et après on est capable de montrer le support physique, et voilà. Soit si on a un format numérique, on l'a acheté quelque part, et donc on a sur les sites d'achat de musique, il y en a plein, on est capable d'avoir un historique avec tous les sons qu'on a achetés, histoire de prouver que oui, que tu fais ça en toute légalité. C'est ça. Moi je sais qu'au début, c'était Gabriel qui m'avait fait cette remarque quand j'ai commencé, parce que ça a été un des premiers à m'inviter en dehors des soirées que j'avais commencé à lancer et tout. Il m'avait invité au Sully à l'époque, il m'avait invité à l'ENST aussi, soirée l'ENST. Et je me rappelle d'une fois où j'avais joué à l'ENST le samedi et j'étais allé au Sully le dimanche. Et il m'avait pris entre quatre yeux et il m'avait dit t'es bon, mais il faut que t'investisses sur ton son. Faut que t'achètes tes musiques. Ouais, parce que effectivement j'avais des sons qui étaient pas forcément d'une qualité terrible, pas optimale en tout cas. Et ça il m'a dit c'est pas possible. Et en fait, j'ai pris tout de suite ce conseil-là. Et j'ai tout de suite commencé, à l'époque, il y avait des sites aux États-Unis qui vendaient des CD. Et je faisais des commandes de 5, 600, 700 balles de CD d'un coup. Et je recevais un carton de CD. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir la base du truc. La base du truc avec des sons de qualité. Et puis après, c'est beaucoup de sons sur Internet parce qu'on trouve plein de trucs sur Internet. On trouve plein de trucs. T'as aussi la version des mecs qui te vendent des sons qu'ils ont ripés eux-mêmes. Donc ça, tu les as payés, mais t'as pas de preuve d'où ils sortent. Mais tu les as payés. Après, t'as plein de façons de trouver du son, tu vois, mais c'est important. C'est un investissement. D'être très réglo avec ça. Ouais, faut être réglo avec ça. Alors après, les anciens groupes, notamment ceux qui ont produit des vinyles dans des pays obscurs il y a 30 ou 40 ans, en vrai, il y a plus d'ayants droit, et plus donc pour eux pas grand chose, mais notamment pour tout ce qui est la musique actuelle, c'est méga important parce qu'en fait ils vivent de ça les mecs. Donc il y a un moment. Ah oui, bien sûr. Si toi déjà en première ligne tu fais de la merde et tu pirates les sons, c'est pas bon en fait. C'est pas bon parce que ouais, il faut faire vivre le milieu. On a tous besoin les uns des autres. Eux, ils ont besoin de nous pour se faire connaître dans les soirées parce que mine de rien, on a un pouvoir de transmission qui est bien supérieur à ce qu'ils peuvent faire parce qu'on fait beaucoup plus de soirées qu'ils ne font de concerts. Donc on a un pouvoir de transmission beaucoup plus fort. Mais la moindre des choses, c'est au moins ça coûte 1 euro le son en général. Sans déconner, 1 euro le son. Alors que tu vas jouer 300 fois derrière. Il est méga rentabilisé le son. Donc oui, il faut le payer. Bien sûr qu'il faut le payer. Et bien sûr que, si possible, il faut prendre l'album en entier. Ça coûte entre 8 et 15 balles un album. Ouais, si t'as 2 chansons dessus, tu l'hyper rentabilises en quelques semaines, quelques mois. Donc en vrai, ça vaut le coup. Donc après c'est bien, c'est qu'une fois que t'es installé et que t'as tes soirées ou machin, l'argent que tu dégages, en fait tu le réinvestis là-dedans et puis après il y a pas de perte en fait. Il y a pas de perte et alors au début t'investis ton propre argent parce que t'as pas le choix. En plus moi quand j'ai commencé j'étais étudiant, donc t'investis pas l'argent que j'avais quoi. Et puis au fur et à mesure ça t'impacte plus parce que tu tournes avec l'argent que tu dégages en fait en faisant des soirées et tu réinvestis et puis c'est pareil les gros investissements genre ordi, contrôleur et tout. Oui, c'est pas tous les ans. C'est pas souvent. Moi, j'ai le même ordi depuis que j'ai commencé, hein. Il a quasiment 15 ans, l'ordi. Alors là, je vais le changer parce que je pense qu'il commence un peu à faiblir, mais je veux dire, j'ai investi une fois dans un ordi et basta. Le contrôleur, ça fait 10 ans que je l'ai. Après, si on prend soin de son matos, en vrai, ça peut durer longtemps. Et puis, il sert qu'à ça. Donc, il n'y a pas de risque d'autre chose, en fait. Il ne sert qu'à ça. Il sert qu'à ça. Le reste, il est bien sous vide, bien rangé, bien propre. Il n'y a pas de galère, ça peut durer longtemps. Ce qui fait qu'on utilise des ordis beaucoup plus rapidement, c'est on l'utilise à plein de trucs, donc il y a plein de trucs. Oui, là comme c'est spécifique, finalement, ça tient bien. Ouais, je fais que ça, que du son. J'utilise un logiciel, basta. Donc. T'as développé donc forcément des compétences techniques. T'as beaucoup parlé de l'observation des danseurs, de la danse aussi, de savoir danser. En tout cas, c'est important. Je pense que c'est. Voilà, bien sûr d'avoir une oreille musicale. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres compétences que t'as dû développer là en tant que DJ? Forcément, au début, quand t'arrives, tu tombes sur du matos que tu maîtrises pas parce que c'est quand même assez spécifique. Après en vrai en tant que DJ de salsa, la partie technique elle est pas énorme. On n'est pas des DJ de keys ou des DJ de hip-hop ou machin où les mecs mixent vraiment. Et là t'as tout un travail de mix à faire et là c'est du boulot parce que c'est de l'entraînement. Nous en vrai d'un point de vue technique c'est bidon. Tu mets le morceau jusqu'à la fin et puis une fois qu'il est fini tu lances l'autre. Techniquement, on est quand même pas sur un truc... Ça, c'est pour rassurer ceux qui aimeraient se lancer. Ouais, non, mais vraiment, c'est-à-dire que d'un point de vue technique, c'est bidon à mort. Il y a aucune difficulté technique au truc. Aucune. D'ailleurs, je pense, à titre personnel, le terme DJ est un poil usurpé pour nous. Parce qu'on n'est pas DJ du tout. Je préférerais un truc genre sélecteur, ambianceur, un truc comme ça, mais... Ambianceur. DJ, en vrai, vite fait, hein. C'est-à-dire que moi, je suis pas foutu de mixer des sons, hein. Je suis pas capable, je sais pas le faire. Mais j'en ai pas besoin. Dans ma petite niche, là, j'en ai pas besoin. Mais si on me demande de faire ça, je serais
pire en galère, quoi. Donc, de ce point de vue-là, il y a rien. Après, t'as la maîtrise de ton logiciel, parce que souvent c'est quand même assez obscur, machin. Et puis la maîtrise des différents matériels que tu peux avoir dans les différentes salles, parce que ça peut changer ça aussi pas mal entre une salle et l'autre. Et du coup, quand t'es amené à bouger un peu, tu rends compte pas mal d'études de matériel différents. Puis de l'autre côté, en fait, quand t'es organisateur, tu maîtrises pas toujours exactement le matériel, et donc c'est vrai qu'en fonction de comment arrive équiper le DJ, c'est pas toujours facile de bien se comprendre, de bien communiquer, de bien préparer. Exactement. Et donc c'est vrai que souvent vous êtes un appui aussi pour oui, parce pour que la technique par rapport à ça. Parce qu'on a accumulé l'expérience, en fait, c'est pas autre chose, hein, c'est juste de l'expérience. Hein. Moi, j'ai aucune légitimité en tant qu'ingénieur du son ou machin. Par contre, à force de le faire et à force de voir des gens le faire, je sais un peu comment ça marche. Je sais un peu comment il faut régler le son, je sais un peu l'équilibre entre les basses, les aigus, les médiums. Je sais un peu où se branche un peu tout. Parce que je l'ai fait moi-même quand j'ai organisé mes soirées, je l'ai fait. Je me suis retrouvé en galère, il y a des trucs qui marchaient pas, des trucs qui... voilà. Et puis on se retrouve encore une fois sur des configurations vraiment différentes. Et du coup, on doit être capable de faire à chaque fois. Donc ça, c'est pareil. Tu te fais avoir une fois ou deux, t'as pas le bon câble. La semaine d'après, tu vas acheter ce câble-là. Et puis ce qui fait qu'au bout d'un moment, finalement, t'as un peu tout ce qui peut se trouver, quoi. De toute façon, en gros, pour connecter ton matos aux différentes tables de mixage qu'il peut y avoir, t'as besoin de, 3 câbles différents, c'est tout. Mais voilà, c'est vrai que les premières fois où tu les as pas, c'est un peu comme un con. Donc après, à toi de les avoir avec toi et de les trimballer. Mais... Puis après, quand tu connais le lieu, c'est bon, tu sais. Mais... Et puis tu peux demander au mec aussi, même s'il a pas de terme technique, tu lui demandes de prendre une photo de l'arrière du truc pour voir où tu peux te brancher toi. Et puis du coup... toi après tu prends le câble qu'il te faut, mais c'est plus de la connaissance empirique qu'une formation quelconque. Hein. Et tout à l'heure, on commençait à parler d'une autre facette de cette activité. On parlait un petit peu de communication. Ouais. On se disait de manière réciproque que c'était pas notre fort. Non. Pourtant, ça fait partie aussi des choses que tu fais, qui est complètement associée à cette activité de DJ. En fait, ça a commencé à en faire partie. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé il y a 15 ans quand même, et à l'époque, c'était pas aussi important. Ou ça passait par d'autres canaux, peut-être ? Ouais, mais en fait, c'était pas aussi fort que maintenant. C'était pas aussi... il y a 15 ans, Instagram n'avait pas le même rôle que maintenant. TikTok, on n'en parle même pas. Il y avait en gros Facebook. T'avais un événement créé par le mec et basta. Donc au max de ce que tu pouvais faire, c'est avoir une page pro. C'était le max de ce que tu pouvais faire en termes de communication. Moi, quand j'ai commencé, la question se posait pas. Et en fait, tu dédiais pas de temps à ça. J'ai créé un profil Facebook DJ et basta. C'est tout ce que j'avais au début. Je me suis même pas acharné là-dessus plus que ça. Je me suis mis à Instagram parce qu'il y a un moment il faut. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que Instagram, en fait, t'as beaucoup plus d'interaction. C'est-à-dire que tu publies la même vidéo sur Facebook et la même vidéo sur Instagram. Et en fait, tu t'aperçois que t'as le triple, voire le quadruple d'interactions sur Instagram que tu pourrais en avoir sur Facebook. Donc, du coup, et puis en vrai, Facebook, c'est en train de devenir un réseau de vieux. Donc, alors ça fait partie, il y a une partie du public qui est encore touchée par ça, mais il y a toute une partie du public qu'on doit conquérir si on veut que ça survive, qui est pas du tout sur Facebook, qui est plus du tout sur Facebook. Et puis pour ceux qui veulent vraiment aller taper dans la jeunesse et tout, là, c'est vraiment TikTok, quoi. Mais je suis pas encore. Hein, moi, c'est encore trop. Voilà, je suis trop vieux pour ça. Mais par contre, voilà, Insta obligé. Et puis du coup, c'est pareil. Je me suis retrouvé. C'est les premières fois on m'a booké, on a commencé à me booker ailleurs, et on a commencé à me demander, mais t'as pas des photos pro ? Non, en fait. Donc je leur filais des pauvres photos que j'avais de moi. C'était pas sérieux. Donc du coup, grâce à Pascal, j'ai fait... Pascal Pix. Pascal Pontus, effectivement. Et du coup, elle m'a fait mon premier et seul shooting pro. D'ailleurs, j'en ai jamais refait d'autant, j'en ai fait un seul. Et je traînais avec les mêmes photos. Efficace. Je traînais avec les mêmes photos depuis 10 ans. Voilà. Mais du coup, j'ai fait un shooting photo avec des photos un peu carré, et puis après, maintenant, l'avantage, c'est que t'as quand même pas mal de photographes en soirée qui peuvent te permettre de prendre une photo sur le moment, et c'est des photos qui sont en très bonne qualité, qui te permettent de faire de la communication derrière. C'est moins un problème, mais effectivement, au début, t'y penses pas, et il y a un moment, tu te retrouves obligé de le faire. Et donc ouais, t'as ça, t'as travaillé ton image, il y a quelques années. Mais c'est ça, parce que malgré tout, t'es un personnage public. T'es un personnage public, donc après moi j'ai pas de... T'arrives à aller faire tes courses tranquille. Mais tellement. Non, moi j'ai pas de problème avec ça, parce que je suis d'un naturel simple et facile. C'est-à-dire que je suis tout le temps pareil. Et j'ai pas de moment où je me prends pour un autre ou machin, donc finalement il y a jamais de décalage entre ce que je suis et ce que je communique. Donc finalement, moi, ça a jamais été un enjeu pour moi. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça.
mais ça compte quand même. Ouais, ça compte. Ça fait partie quand même du. Ça compte. Du Et puis, tu vois, c'est tout con, mais dans l'image, t'as aussi ce que tu dégages personnellement. T'as la façon dont tu veux te montrer aux autres. Moi, j'ai la chance d'avoir, la chance, je sais pas si c'est une chance ou pas, en tout cas, c'est comme ça. J'ai une tronche qu'on reconnaît facilement. C'est-à-dire que je sais pas, passe partout. Et du coup, ça fait partie de l'image du truc, en fait. Ouais. C'est ce qui a créé ta marque aussi. Ouais, c'est ça. Ah, le DJ, le gros barbu, machin. Ouais, c'est ça lui-même, tu vois. Donc, on n'a pas 50, tu vois, les mecs comme ça. Donc, du coup, ça a aussi joué dessus et c'est un truc que j'ai pas contrôlé. D'être reconnaissable, ouais. Ça fait aussi partie de... Ça fait partie de toute façon, ça fait partie de l'image, ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de la cote de sympathie que tu peux avoir auprès des gens, ça fait partie de plein de choses. Et puis après, j'ai vachement fait gaffe aussi toute ma carrière à être réglo avec tout le monde, en fait. Et à être dans aucune embrouille avec qui que ce soit. Parce que c'est dans l'intérêt de personne, pas dans le mien, pas dans le sien, dans l'intérêt de personne. Donc j'ai essayé de toujours faire les choses proprement. Les quelques fois où je me suis retrouvé, je sais pas, en face de quelqu'un ou machin, j'en ai toujours parlé à l'autre et j'avais toujours dit que c'était indépendant de ma volonté et que je suis vraiment désolé, machin. J'essaie d'être pote avec tout le monde parce que j'ai aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit. Et puis voilà. Et puis en faisant ça, a priori, et puis ouais, ça se passe plutôt bien. Et puis quand il y avait des débuts de volonté d'embrouille, je suis jamais rentré dedans parce que absolument aucun intérêt et que la vie est trop courte pour se prendre la chou avec des embrouilles à la con. On est d'abord là pour kiffer et après si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas, puis voilà. Tu trouves que de manière générale, c'est compliqué de répondre de manière générale justement à la question, mais l'ambiance entre les DJ, elle est plutôt bonne? Elle est bonne, faut arrêter de... Non, elle est très bonne. Non, elle est très bonne, on s'entend bien. De toute façon, on n'est pas non plus méga nombreux. En général, on s'entend bien. Non, il y a pas de problème. Évidemment, c'est comme toute relation humaine, t'as des gens qui s'entendent plus que d'autres. Oui, il y a des affinités qui se développent ou pas. Évidemment. Mais franchement, déjà, on a tous une passion en commun, ce qui est déjà quand même plus facile pour créer des liens. Et puis oui, c'est un tout petit monde. Enfin, le monde de la salsa, c'est, comme nous on le pratique, c'est un monde minuscule. En vrai, c'est des gens qui partagent la même passion que toi, donc c'est cool, en fait. Donc oui, on s'entend bien, évidemment qu'on s'entend bien. Après, il y a des hauts, des bas, c'est humain. Il y en a qui s'embrouillent, qui se rabibochent, enfin, ouais, c'est la vie, quoi. Bon, il y a personne qui en froid, et j'ai envie d'être en froid avec personne, c'est absolument aucun intérêt. Tout à l'heure, on parlait un peu d'image de marque, en tout cas de ton identité, et par rapport à quand t'es DJ, comment t'as créé ton style? Comment on fait ça en fait? Ça c'est dur parce que non, c'est vraiment dur. Là, il y a rien de réfléchi en fait. Il y a rien de réfléchi, c'est juste toi, ce qui te fait kiffer. Après, moi, je sais que j'ai un style de jeu qui est plutôt agressif. C'est-à-dire que... Tu le définirais comme ça? Ouais, j'ai tendance à... Alors déjà, j'ai un style de jeu qui est très très large. Je joue beaucoup de trucs, de différents styles. Je joue tout, je crois. A priori, je crois qu'il n'y a pas un style que je joue pas. Il y a des styles que j'aime moins, mais il n'y a pas un style que je joue pas. À partir du moment où c'est bon, moi, ça me va. Et je tiens à cette variété. Je tiens vachement à cette variété, c'est hyper important. Pour moi, dans une soirée, tu dois avoir de tout. Tu dois avoir de la doua, de la romantica, du son, de la charanga, de la pachanga, de tout, enfin tous les styles que tu peux imaginer dans notre milieu, du cha-cha bien évidemment. Pour moi, c'est important d'avoir de tout. C'est pas possible de te retrouver avec une soirée où il y a un style en très grande majorité. Moi, c'est un peu pour ça que j'ai quitté la cubaine à un moment. J'ai fait concevoir la cubaine. Et en fait, quand ils ont commencé à faire les soirées 100% timba, ça a fini par me saouler, en fait. Parce que un style pendant 4 heures, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Donc, du coup, forcément, tu joues de tout. Et après, moi j'ai tendance à aimer les sons avec beaucoup de variations, les sons où t'as des relances, les sons où même quand ça part tranquille, il y a un moment où ça tape un peu, pas forcément rapide, tu vois, mais avec une intensité, une énergie. J'ai tendance à aimer ça. Donc après, est-ce que j'ai un style reconnaissable? J'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, c'est aux gens de le dire, c'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, voilà, t'as forcément une cohérence dans ce que tu joues, a priori. Si t'y penses un peu, après si tu fais n'importe quoi, y a pas de cohérence, mais si tu réfléchis un petit peu, t'as forcément une cohérence. Le côté reconnaissable, machin, ça c'est aux gens de le dire. Moi, je suis pas capable de savoir si je suis reconnaissable ou pas. Moi, je joue ce que j'ai envie de jouer, en fonction de ce qui se passe devant moi, puis après... En tout cas, le fait de t'organiser, de jouer toujours avec ce qui te parle, finalement, c'est ça qui petit à petit a défini ton style. Hein. Ouais, c'est ça qui crée ton univers, en fait, parce que forcément. Mais encore une fois, je suis pas sûr qu'on puisse parler d'un univers précis... moi je trouve quand même en tant que danseur on vous distingue ouais, c'est vrai. Assez bien les uns des autres. Je trouve qu'en soirée quand on lève la tête parce qu'il y a un morceau qui nous fait vibrer ou qu'on se dit oh là là mais qui c'est qui joue ça, et là on fait ah oui
Oui. Ça nous Non, arrive, non, ça nous vrai. arrive souvent. C'est vrai quand même. Et on arrive tous à dire, moi j'adore ce DJ ou j'adore celui-là. C'est vrai, mais parce qu'il y a quelque chose qui se dégage. Ouais, mais je pense pas que ce soit un truc calculé de la part des DJ. En tout cas, moi, c'est pas un truc calculé. C'est-à-dire que il y a pas une méthode pour développer son style. C'est pas, je prends pas un son en me disant celui-là il me correspond. Celui-là il me correspond, je vais le prendre. C'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que si je prends un son, c'est que je fais, il est bien lui. Donc du coup, je vais jouer. Après, peut-être que du coup, mon goût perso fait que, du coup, il y a donne ton univers, quoi. Il y a peut-être une couleur commune dans un peu tout, mais il y a pas de calcul par rapport à ça, quoi. Ça se fait comme ça. Je pense que c'est juste l'expression de ta personnalité dans ce que tu fais, en fait. Parce que, forcément, il y a une expression personnelle à ce que tu fais. Obligatoirement. À partir du moment où tu fais des choix. C'est forcément subjectif. Ouais. Il y a forcément une expression de toi-même là-dedans, quelque part. On parlait tout à l'heure de tes débuts. Oui. Tu me racontais un peu comment ça avait commencé. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes à qui ça trotte un peu dans la tête, de se dire j'aimerais bien me lancer à DJ, mais qui ont du mal à passer le cap pour différentes raisons? En vrai, faut y aller. Par contre, faut prendre le temps. C'est pas un truc que tu fais en 10 minutes. Il y a trop de gens qui sont un peu cramés, qui étaient pas prêts et qui du coup ont voulu aller trop vite, prendre des grosses soirées, venir taper à la porte d'organisateurs et machin. Si t'es pas prêt, ça va se retourner contre toi en fait. C'est-à-dire qu'ils vont t'ouvrir la porte, tu vas avoir une possibilité d'y aller, mais comme t'es pas encore rodé, c'est-à-dire qu'on continue toujours à apprendre, on continue à progresser tout le temps. Forcément, quand t'as 6 mois de mix, sachant qu'on mixe pas beaucoup quand même. On n'est pas des DJ professionnels dans le sens où on mixe 3, 4, 5 fois la semaine. Déjà quand tu mixes une fois par semaine, c'est déjà déjà un rythme assez soutenu en salsa. Techniquement, je suis celui qui joue le plus à Paris, parce que je fais 4 heures tout seul chaque semaine. Et je suis le seul qui fait ça. Donc au Sully, ils sont plusieurs, donc je suis le seul qui fait ça. Donc déjà, je suis celui qui joue le plus, et je joue une fois par semaine. Donc c'est quand même pas grand-chose. Les DJ de bachata à côté, les collègues de bachata, ils font 4, 5, 6 soirées dans la semaine. Donc c'est quand même juste pas du tout le même ratio de travail, quoi. Donc l'expérience, ça prend beaucoup plus de temps, en fait. Là où un DJ de bachata peut prendre de l'expérience en 6 mois, 1 an, parce qu'il a joué tous les jours pendant 6 mois, 1 an, donc mine de rien, t'as quand même pas mal travaillé. Nous, l'accumulation des heures de vol, elle est lente. Donc en tout cas, ne pas hésiter à se lancer. Pas hésiter à y aller. C'est accessible. Tous les organisateurs sont. Alors après, pas tous les organisateurs. Oui, pas tous, mais t'as pas tapé dans les gros événements. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des petits événements sur une scène locale pour se faire la main, qui seront ravis d'avoir quelqu'un. Donc y aller. Pas hésiter à se lancer. En fait, pas vouloir griller trop d'étapes trop vite. Prendre le temps. Au début, tu feras peut-être que, des débuts de soirée, des fins de soirée, que des petits moments comme ça. Tu vas peut-être jouer qu'1 heure. Mais c'est pas grave. Tu prends ce qu'il y a à prendre. Moi, je me rappelle au début, avant que je sois à l'Agua, à l'époque de Melka, il me faisait au début, il me disait j'ai calé un son. Moi j'étais un bébé DJ encore, j'avais fait mes petites soirées de mon côté. Et puis il me disait vas-y j'ai calé un son, je vais boire un coup, je reviens. Donc il partait, il jouait un son. Et puis la première fois il a fait ça, la deuxième fois il a commencé à revenir genre un quart d'heure plus tard. Et donc il a fallu que je commence à fouiller dans son ordi pour trouver des trucs parce que à poil. Donc j'ai commencé à faire ça. Il m'a monté jusqu'à 1 heure comme ça. Et c'était pas facile parce que c'était pas mon ordi, pas mon classement, c'était hyper dur. Mais j'ai pris les petits moments qu'il y avait à prendre. Et puis à un moment il m'a dit tu sais quoi, prends ton ordi, ce sera plus simple la prochaine fois, prends ton ordi. Et du coup il m'a fait ça, il se barrait pendant machin. Et puis moi j'étais en fait super content de jouer, ne serait-ce que 30 minutes à un moment dans la soirée, j'étais méga content parce que c'était cool, t'avais une salle complète et tout, c'était trop bien. Donc du coup j'ai pris ça. Et puis je l'ai fait petit à petit. Et puis quand Melka est parti, je suis parti avec de l'Agua. Le hasard a fait que j'y suis revenu après et que j'ai pris le truc. Mais j'ai pris le temps. Et encore, moi j'ai la chance que ça soit allé assez vite en vrai. J'ai des portes qui se sont ouvertes assez vite. J'ai vraiment eu de la chance. Mais entre le début où j'ai commencé à jouer et le moment où je suis devenu résident, il s'est passé pas loin de 5 ans quand même. Et je trouve que c'est un parcours rapide, en 5 ans déjà. Donc quand on voit certains qui au bout de 6 mois, 1 an, veulent déjà être dans des gros événements partout et machin, cousin, prépare-toi, c'est un métier, c'est pas un truc qu'on fait comme ça, sinon ce serait facile, sinon n'importe qui pourrait le faire et ce serait facile. Donc prendre le temps. Ouais, prendre le temps, mais pas hésiter à y aller. Parce que c'est un vrai kiff en vrai, mais tranquille. Petite soirée locale, pépère, fais-toi la main, puis tu verras bien. Et est-ce que dans ta façon de jouer, il y a une grande différence quand tu joues dans une soirée hebdomadaire ou dans un festival Aucune soirée est pareille. C'est très très différent. Là hier par exemple j'ai fait une petite soirée en banlieue avec un public très peu connaisseur et puis surtout un public qui avait pas un niveau très élevé. Et là moi mon rôle c'est quand même qu'ils s'amusent, mais par exemple j'ai pas pu jouer des morceaux. J'ai joué que des morceaux lents quoi. Je pouvais pas accélérer trop. Dès que j'accélérais un peu, on sentait que c'était compliqué pour eux. Et donc c'est pas du tout la même façon de jouer que par exemple au PIS qu'il y a quelques mois évidemment, parce que là t'arrives, c'est un congrès, les gens qui sont chauds comme la braise, donc là puis t'arrives en milieu de soirée, tu peux juste cartonner comme un idiot et puis voilà.
Ouais, tout est différent. Et c'est pour ça qu'il y a pas genre une recette miracle pour que ça marche systématiquement, sinon ce serait trop facile. Hein, non, après, faut juste essayer de comprendre ce que t'as en face de toi. T'as des soirées où ça marchera pas. Il faut faire le deuil. T'as des soirées où ça marchera pas. Comment tu fais, en fait, après les soirées, t'analyses un peu ce qui s'est passé ou tu passes à autre chose? C'est vachement du ressenti. T'es plus sur l'analyse dans le moment, en fait. Après, parce que en vrai, je suis limite pas foutu de me rappeler ce que j'ai joué un quart d'heure ou 20 minutes avant. Heureusement que sur l'ordinateur, il y a un petit truc qui te marque que tu l'as joué. En fait, il y a un petit truc qui apparaît à côté de titre, donc heureusement tu sais que tu l'as joué. Parce que des fois, en gros, quand je joue, j'ai 15 minutes d'avance, à peu près. 2-3 sons d'avance. Et c'est tout. Je sais où je serai à peu près dans 10-15 minutes. Le reste, j'en sais foutre rien et je verrai bien sur le moment. Donc en fait, je suis beaucoup dans la gestion de l'instant, dans le ressenti du truc. En plus, t'es rarement tout seul, t'es pas une activité sociale, donc tu parles à des gens, t'es là, enfin, t'es en soirée, quoi. Donc t'as des gens qui viennent me voir qui me font c'était quoi ce que t'as mis il y a 10 minutes, un quart d'heure, qui faisait là, je sais rien, moi. Je sais plus. Alors après, j'arrive à retrouver, mais c'est pour ça que, quand les gens me demandent des sons, il faut qu'ils me demandent sur le moment, parce que après, je me rappelle plus. Il n'y a pas de planification. Après, je sais qu'il y a peut-être des collègues qui doivent planifier, j'en sais rien. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'ai pas de planification et je vois ce qui se présente, quoi. Ça me paraît le truc le plus cohérent, en fait. Encore une fois, t'as pas deux soirées pareilles, t'as pas deux salles pareilles, t'as pas... Puis même, tu vois, moi, 10 piges à la Goa, j'ai pas deux soirées pareilles. Pourtant, c'est en bonne partie le même public, hein, parce que on a un public d'habitués qui vient régulièrement, mais ils sont pas tous les soirs pareils, c'est des êtres humains. Ils arrivent pas toujours avec le même niveau d'énergie. Exactement. Et puis puis ça tourne pas pareil. Tout a pas toujours le même effet. Ça serait trop facile, sinon on appuierait sur tel bouton, ça marcherait. C'est ce qui fait l'intérêt aussi. Évidemment. Si c'était si facile, en fait, on mettrait les playlists et ce serait terminé. On n'aurait aucun intérêt à avoir des DJs. Si tel son suffisait à chaque fois à faire marcher, bah oui, tu crées le playlist et puis en avant gagnant. T'as ça, et puis t'as un truc qui est, à mon avis, important, un peu sous-estimé, je pense, c'est que notamment sur les salles où on te voit, quand t'es un peu en hauteur, que toi tu transmets aussi. Parce que, mine de rien, les gens ont, je pense, une facilité plus grande à s'enjailler sur un truc où le mec s'enjaille, déjà lui-même. C'est-à-dire que si tu crois pas à ta mayonnaise, les gens vont pas la manger ta mayonnaise. Hein. Si t'arrives dans une tête de 6 pieds de long et sans aucune énergie, ça va pas encourager les gens à se chauffer, quoi. Alors que si toi-même ça te rend un peu dingo, que tu commences à gueuler, donc t'as aussi ce rôle-là un peu. Mais ça, après, ça dépend des personnalités. Il y a des mecs qui sont pas comme ça, il y a des mecs qui sont pas extravertis du tout. Moi, quand je suis dans mon truc, je suis plutôt extraverti. J'ai tendance à pas mal bouger, pas mal gueuler, taper dans les mains. Enfin, j'ai un peu dingo des fois, mais ça, c'est de la personnalité de chacun, quoi. Il y en a qui sont beaucoup plus sur la retenue. Après, ça, y a pas de règle. Mais toi, dans ton cas, tu trouves que ça participe à créer l'ambiance? Complètement. C'est évident. Ouais, parce que, encore une fois, tu crois en ce que tu fais. Et si toi-même t'aimes ça, il y a des chances que les gens aiment ça, quoi. Parce qu'en vrai, on n'a pas de... Ça, c'est un truc qui est vachement important aussi quand tu joues, c'est qu'en vrai, on n'a pas de culture de ça. La salsa, c'est pas notre culture. À la majorité d'entre nous, hein, il y a quelques-uns, c'est la culture, mais nous, Européens, c'est un truc qu'on découvre sur le tard. Il y a très peu de mecs qui écoutaient de la salsa petit. Ça arrive chez les Antillais, chez les Africains. Il y en a qui avaient de la salsa à la maison. Mais en dehors de ça, le blanc standard, plus que ça. Hein. Du coup, en vrai, t'arrives pas avec une idée préconçue de ce qui est la bonne salsa et la mauvaise salsa. T'en sais rien. En fait, la bonne musique, c'est un truc totalement universel. Donc, si c'est bon, ils vont kiffer. Qu'ils le connaissent ou pas, ils vont kiffer, parce que c'est bon. Et du coup, toi, ton rôle, c'est ça, c'est d'arriver à leur faire reconnaître ça, mais en même temps, c'est difficile à expliquer, mais si tu veux, comme c'est pas notre culture, on n'a pas d'oreille particulière à ça. Donc si t'y connais rien et que quelqu'un te dit ça, c'est de la bonne salsa, si t'as pas entendu autre chose, tu vas dire ok, et c'est cool. Jusqu'au jour où tu vas entendre autre chose. Et le jour où tu auras entendu autre chose, tu vas dire putain, mais ça en fait c'est mieux que ça, mine de rien. Et c'est là où on a un rôle important nous, c'est que tu peux facilement, notamment avec un public un peu plus débutant, tu peux très facilement leur faire croire que ça c'est bien, jusqu'au jour où ils vont entendre autre chose. Là-dessus, on a une vraie responsabilité, c'est-à-dire, même quand tu vas jouer dans des petits endroits, tu vas quand même leur apporter des trucs un peu, pas forcément méga pointus, mais des trucs bien, quoi. Parce que si tu vas juste là-bas pour leur ressucer les mêmes trucs qu'ils connaissent déjà et les 3-4 sons auxquels ils sont habitués. En fait, c'est un équilibre à trouver entre les sons qui marchent bien, qui sont assez populaires et appréciés, les découvertes. Il faut les avoir. L'équilibre, c'est hyper important. Moi, je trouve que c'est un problème dans certains endroits, c'est que tu peux pas n'être que sur de la musique pas connue ou que sur de la nouveauté. Les gens ont besoin, moi en tant que danseur, j'ai besoin d'avoir aussi des standards sur lesquels je peux chanter, m'amuser, connaître tous les breaks, tous les machins, parce que c'est juste un kiff total aussi. Et j'ai pas envie d'avoir que du gros classique, j'ai aussi envie de me faire surprendre. Donc c'est important d'avoir un équilibre entre les deux en fait. D'avoir évidemment du gros standard, voire même du très gros standard,
mais c'est très bien. Faut pas le jouer tout le temps, mais c'est très bien quand tu le ressors. Ça fait plaisir à tout le monde. Puis ouais, essayer de ramener des trucs un peu nouveaux, un peu différents. Mais encore une fois, ça sert à rien de faire de la nouveauté pour la nouveauté. Ça aussi, c'est un truc, ça fait quand même maintenant quelques années qu'il y a de la salsa en Europe. Globalement, sur les sons un peu anciens, dis-toi que si personne le joue, il y a peut-être une raison, tu vois. Après, sur des trucs un peu plus rares, un peu plus machin, ok, très cool, il y a pas de problème. Il y a plein de gens qui peuvent être passés à côté, tu vois. Mais sur des trucs un peu plus standards, ouais, si les gens ne jouent pas, il y a peut-être une raison. Donc c'est peut-être que c'est pas terrible, en fait. Tu vois, par exemple, les reprises, pourquoi pas. Mais en vrai, si la reprise est pas au moins aussi bonne que l'original, ou si elle apporte pas un truc vraiment différent, ça sert à rien, cousin, mais l'original, hein. On en voit souvent des trucs comme ça, des espèces de reprises cheloues, tout simplement parce que c'est original, que personne n'a entendu. Bah ouais, mais bon, c'est pas ouf, en fait. Je préférerais 1000 fois entendre le standard de base. Donc ouais, soit c'est au moins aussi bon, soit c'est vraiment un autre angle d'attaque du truc, et là ça se justifie. Mais sinon, faut pas rejeter le classique. C'est important, le classique. Très important. C'est partie de l'histoire du truc. C'est essentiel. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu saurais dire ce qui t'a accroché à la salsa au tout début, donc avant même d'être DJ, si t'as commencé par la danse? C'est super dur à dire. Je suis rentré dans le milieu, je pense, pour des mauvaises raisons, comme plein de mecs. Je me suis un peu fait traîner là-dedans de force au début. Je suis resté parce que c'était sympa, qu'il y avait des meufs et je trouvais ça cool. Et puis, en vrai, je sais pas, il y a un truc qui m'a attrapé et j'ai trouvé ça vraiment trop cool, en fait. Au-delà du côté, bah oui, j'ai 25 ans, il y a des meufs, c'est cool. Non, c'est moi j'ai commencé à la fac, donc forcément quand t'es à la fac, t'arrives en cours de danse, la première fois que tu viens, moi je me suis fait un peu tirer la patte et il y avait, je me rappelle, on était 15, le premier cours que j'ai pris, il y avait 3 mecs et 12 meufs. Bon, le ratio était pas mal, donc du coup je me suis dit bon, c'est cool, on va rester. Et en fait, je me suis vraiment fait attraper par le truc et je pensais pas, et je sais pas, j'ai eu un plaisir à la danse que j'avais pas du tout anticipé parce que j'étais à des années-lumière de ça. Moi, j'étais dans le rugby, alors la danse c'était pas du tout un truc je sais pas, ça m'a happé, je saurais pas t'expliquer pourquoi, ça m'a tout de suite fait des trucs un peu partout, j'ai eu un vrai kiff à le faire, et puis j'ai eu un vrai kiff avec la musique aussi. D'un coup, j'ai trouvé ça juste trop bien, quoi, juste trop bien, et j'étais pas capable d'expliquer pourquoi, comment, ou quoi, mais c'était trop bien. Et du coup, ouais, je suis resté pour le coup pour des bonnes raisons. Et ça fait 20 ans. Et ça fait 20 piges, et en plus, après, ce qui m'a aussi retenu dans le milieu, c'est le côté vachement open de ce milieu, en fait. C'est-à-dire que tu viens vraiment comme t'es. T'as des endroits où on te fait croire que tu peux venir comme t'es, c'est pas vrai. Ici, en salsa, tu viens vraiment comme t'es. C'est-à-dire que tu peux arriver en survette, tu peux arriver en bermuda, je suis tout le temps en bermuda, tu peux arriver en costard crevette 3 pièces complet, machin, et quand t'es une nana, tu peux venir habillée en schlag si tu veux, tu peux venir habillée avec une robe incroyable et tout. Tout le monde danse en même temps, ensemble, sur le même truc, t'es dans la même vibe, et ça c'est quand même juste super cool, quoi. Et puis peu importe ta tronche, en fait, t'arrives avec ta tronche que t'as, et puis voilà, après ça reste du milieu humain, donc il y a forcément des trucs, mais le truc de base, il est là. T'arrives dans des soirées, il y a pas de sécurité, s'il te plaît. C'est trop bien. Quand j'étais étudiant, je me suis retrouvé à faire de la sécurité dans des soirées. Et c'est quand même un autre délire, quoi. C'est-à-dire que tu sais que quand tu commences la soirée, 2 heures après, tu vas sortir les premiers parce qu'ils sont complètement éclatés, ils sont en train de se taper dessus. Enfin voilà. Donc tu passes ta journée, ta soirée à sortir des mecs bourrés et aller chercher à arrêter les bagarres, c'est insupportable. Là, il y a même pas de service de sécu, c'est-à-dire que tu rentres, il y a une personne à la caisse, et puis c'est tout. Plus la personne en général, elle fait autre chose dans la soirée, enfin voilà. C'est trop bien ça, ce côté ouvert au truc. Et après, faut prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire que tu fais des rencontres là-dedans, t'as beaucoup de rencontres qui sont des trucs de surface, mais sympa quoi, tu passes de bons moments avec, tu amuses bien, tu rigoles, et puis tu rencontres quelques personnes qui seront vachement importantes dans ta vie, et voilà. Mais faut prendre le truc comme il est, quoi. C'est-à-dire que faut pas espérer que ça change, machin. Faut kiffer le truc, et en vrai, voilà, c'est un milieu ouvert, sympa, facile. En plus, moi, j'ai eu la chance, franchement, de pas trop galérer à apprendre au début. J'ai appris assez vite. Parce que ça, c'est un peu dur au début. Quand tu commences, ça peut être dur, si tu galères à apprendre, la sensation de déranger les gens, ou voire même les rejets que tu peux prendre, ça peut être compliqué. Et j'ai la chance de pas trop avoir ça, donc en vrai je me suis senti comme un poisson dans l'eau tout de suite, quoi. Et du coup je suis toujours là et je pense pas que je pourrais m'arrêter un jour de danser, quoi.
Arrêter d'être DJ, oui, si un jour je suis plus à la mode, si je suis plus bon, si machin, bah ouais. Après j'ai un métier à côté, hein, donc si ça s'arrête quoi. Mais arrêter de danser, je crois jamais. Après pour l'activité de DJ, si un jour je vois que ça me plaît moins, je peux envisager la fin, je m'en fous, hein, c'est pas grave. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça me fait kiffer, j'ai aucune raison d'arrêter ça, donc. Moi, je suis contente de le savoir. Bah écoute, moi tant que des orgas sont contents de ça et veulent de moi, bah écoute, avec plaisir. Après s'ils veulent plus un jour, c'est pas grave. Moi, je continuerai à écouter du son, et je ferai ça chez moi. Et à danser. Ouais, je continuerai à danser parce que ça c'est trop kiffant. Merci Julien. Bah de rien, écoute, plaisir. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Maintenant que certains secrets de l'art du DJing ont été dévoilés, voyons ce qu'il se passe sur la piste et sur la scène. Ce lien entre show et social, c'est Marina qui vient nous en parler la semaine prochaine. En attendant, n'hésite pas à partager cet épisode et à rejoindre Mosaïque Salsa sur Instagram. À lundi prochain!